Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Est-ce que, comme Emmanuel Macron, vous êtes confiant car les discussions avancent bien avec l'administration américaine dans le dossier donc, des surtaxes douanières, 50% repoussé donc au 9 juillet. Est-ce qu'il y a un excès de confiance de la part du président de la République ? Non, enfin je pense que si j'étais à sa place, c'est ce que je dirais, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Il ne faut pas être confiant ni défiant, on a Trump et il faut vivre avec, voilà c'est tout. Et ça va durer bien plus longtemps que le 9 juillet, je pense. Ça va... Il se passera quoi au 9 juillet là ? Il va y avoir probablement un accord, mais je doute qu'il soit définitif. Sachant qu'il y a plein de dossiers qui tournent autour de la sphère commerciale, notamment la participation des États-Unis à l'OTAN, la guerre d'Ukraine et l'engagement éventuel des Européens d'assurer la zone de sécurité en Ukraine. Enfin, il y a plein de sujets entre l'Europe et les États-Unis, sachant que même sur le plan commercial, il y a des dossiers qui sont encore pendants, notamment sur la pharmacie, les semi-conducteurs, le bois, etc. Enfin, là, c'est pas fini cette affaire. Hein, ça va... Et cette volte-face, cette nouvelle volte-face, comme ça en 48 heures de Trump, ça vous surprend plus, ça ne doit plus surprendre personne. Vendredi, il nous met 50% de droits de douane sous une semaine, et puis dimanche, après un appel de la Commission européenne. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les droits de douane moyens, en fonction de ce qui a déjà été décidé là, à l'instant T, là aujourd'hui, nous sommes mardi 27 mai, les droits de douane moyens aux États-Unis sont proches de 15%. Ils étaient à moins de 5 avant, non ? Ils étaient même à 2,4 au moment de l'élection de Donald Trump. Ils sont à 15. Aujourd'hui, ils sont proches de 15. Donc 15 versus 2,4, c'est le niveau des années 30. De toute façon, il y a une très forte progression. Les droits de douane sur la Chine... Il a gagné, quelque part, il a gagné son pari, Donald Trump. On dit recul, il fait machine arrière, mais au final, il a multiplié par 6 ses droits de douane. Oui, bien sûr. Et sur la Chine, c'est à 46% à peu près. Avant sa réélection, on était à 20, un tout petit peu plus de 20%. Donc il y a une réalité là qui, de toute façon, tendanciellement, met en évidence une progression des droits de douane. Donc, avec quelles conséquences, quel impact pour les États-Unis, pour l'Europe, pour le commerce mondial, pour l'activité, pour les marchés financiers, si on en reste là au final ? Il est satisfait, Trump, d'avoir finalement passé cette droit de douane de 2,5 à 15, avec toutes les recettes, entre guillemets, qui vont rentrer pour l'État. Oui, mais il ne faut pas exclure de nouvelles baisses s'il y a des accords sur le fentanyl, s'il y a des accords sur d'autres aspects qui plairont à l'administration Trump. Tout est possible, même dans cette tragédie. Mais pas le pire. Pas le pire. Non, je pense qu'il reviendra. C'est ça mon sujet. Il reviendra pas au 2 avril. Voilà, le Liberation Day, ça, je crois qu'on ne le verra plus. Parce qu'une volte-face en une semaine, par rapport à un jour qui était annoncé comme un jour de libération, quelque chose de tout à fait extraordinaire, ça, je pense qu'on ne le reverra plus. L'influence prédominante de Navarro, ça, c'est quelque chose qu'on... Peter Navarro, voilà. conseiller. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas véritablement envisageable. Mais pour le reste, ça va continuer. Et le match... alors, évidemment, ce qui est frappant, moi, dans cette histoire, avec la Chine en particulier, notamment les accords du... Ils ont bien joué ou pas, les Chinois ? Parce qu'on a tout dit, Trump a reculé, mais en même temps, Trump taxe les produits chinois à 30, et les produits américains sont taxés à 10 par les Au total, j'insiste là-dessus, ça fait pas 30, ça fait 40 en moyenne. 46. Ça fait 46, enfin 45, 46. Comment passer de 30 à 45 ? Parce que les 30, c'est au-dessus de ce qui avait déjà été décidé avant. Oui, il faut toujours tenir compte de l'acquis. Et donc, on est à peu près... Alors, compte tenu des exemptions aussi qu'il y a sur certains produits, enfin, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais on est autour de 45. Non, mais ce qui a été frappant, c'est que la Chine a montré qu'elle était une grande puissance. Parce qu'en fait, le seul bloc qui n'a pas fait allégeance, plus ou moins avouée, à Trump, c'est la République populaire de Chine. Et s'il n'a pas fait allégeance à Trump, c'est parce que c'est devenu une vraie puissance. J'aime bien le dire souvent, il y a 10 critères dans la puissance, dans toute l'histoire de l'humanité, et la Chine en coche 5, les États-Unis 10 et l'Union européenne 2 à 3. Donc voilà. C'est quoi ces critères déjà ? Puissance économique, militaire, technologique, voilà. Et d'ailleurs, je pense que Trump respecte la Chine. Il s'en méfie, bien évidemment, parce que c'est le seul bloc qui menace un petit peu à moyen long terme la suprématie américaine. Mais là, elle a montré qu'elle était une vraie puissance, en particulier une vraie puissance technologique.
avec sa prédominance sur la production des terres rares. Puis même quand on regarde sur les 20-25 dernières années, on voit que les dépenses de recherche en développement ont explosé, le nombre de chercheurs a explosé, l'indice de complexité des produits du MIT, c'est un indice intéressant parce qu'il montre le niveau de gamme des produits exportés. Et alors ? Mais il a explosé à la hausse. C'est le pays qui, du point de vue technologique, pour un pays de, on va dire, 21 000 $ par habitant, parité de pouvoir d'achat, proche de celui du Brésil ou proche de toute une série de pays à revenus intermédiaires, c'est le seul pays qui est parvenu à ce stade de développement technologique, un moment de l'histoire. Jamais le Brésil, évidemment, jamais, je ne sais pas, je prends des pays proches en termes de niveau de développement, la Turquie ou d'autres, ne sont arrivés à ce niveau de pas de suprématie, mais d'avance technologique. Et c'est la meilleure nouvelle pour la République populaire de Chine, qui est d'ailleurs prédominante, comme vous le savez, dans les éoliennes, dans le solaire, dans les batteries, dans les voitures électriques, enfin tout ce qu'on mentionne. Jean-Pierre, ça ne me dit pas ce que doit faire l'Europe. Quelle tactique il faut adopter face à Trump? Est-ce qu'il faut la jouer à la chinoise avec la loi du talion pour ce qu'ont fait les Chinois? Oui, mais on ne peut pas ça, nous. Parce qu'on est trop dépendant des États-Unis. Voilà, c'est ça. On a des excédents commerciaux, comme la Chine a des excédents commerciaux aussi avec on dépend, les États-Unis. Il n'y a pas que les... Encore une fois, c'est pour ça que j'insistais là-dessus. Il n'y a pas que les relations commerciales. Évidemment. Quel levier on a? Eux, ils ont les terres rares. Les Chinois, ils ont quoi? Les terres rares. Ils ont. Oui, et nous, on a la dépendance militaire quand même, avec un plus le conflit le plus grave en Europe depuis 80 ans quand même, avec une véritable question sur l'avenir de l'OTAN quand même, qui a été notre principal instrument de protection depuis 80 ans. Hein. Donc là, il a un levier il a des leviers extra-économiques. Il ne faut pas penser qu'à l'économie. Parce que lui, il met tout dans la balance. Mais comment on se défend, nous, Européens, pour essayer d'avoir le moins mauvais deal possible avec... On se défend par l'instrument de coercition qu'on a mis en place, en menaçant, je pense, là où ils ont un excédent, c'est-à-dire sur les services, en particulier sur les services numériques, voilà. Effectivement, on peut un petit peu les menacer. Voilà. C'est tout? C'est notre seul levier? Sur le plan économique, oui, je pense. Ouais, absolument. Et c'est pour ça que... c'est pas rien, mais c'est maigre quand même. Et c'est assez maigre, je suis d'accord, mais il n'y a pas grand-chose à gratter. Qu'est-ce qui se négocie aujourd'hui en coulisses, côté européen et américain? En coulisses, je ne sais pas. Hein, parce que, voilà. Parce que j'y suis pas. C'est d'accord. J'y suis pas, mais et sinon... puis de toute façon, ces choses-là doivent être extraordinairement discrètes pour être efficaces. Donc voilà. Mais il doit se négocier plein de choses. Je veux dire, même les droits de douane sur les produits américains, les véhicules, l'agroalimentaire, l'agriculture, parce que Trump souhaite qu'on achète plus de produits américains. Alors pour le GNL, ça ne va pas poser de problème, puisque de toute façon, on en a besoin. Ouais. Mais pour un certain nombre de produits sensibles, ça va être plus compliqué. Il aimerait bien qu'on ait une attitude plus agressive vis-à-vis de la Chine. Voilà. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut négocier. Donc il se passe quoi? Sur les GAFAM, sur la Big Tech, on peut faire le contraire de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire au contraire déréguler un petit peu plus. Enfin, voilà, on peut faire plein de choses. Il se passe quoi le 9 juillet? Non, mais le 9 juillet, c'est pareil, c'est comme le 2 avril. Il y aura d'autres dates, à mon avis. D'abord, on n'aura pas tout résolu, parce que négocier des accords commerciaux qui vont prendre, enfin qui risquent de s'appliquer pendant les prochaines années, voire les prochaines décennies, en général, rappelons-nous les rounds du GATT, c'était très long. Ça durait des années, donc ça ne va pas se faire en 2 mois, en 3 mois. Il va y avoir probablement d'autres rencontres, d'autres discussions, et qui toucheront pas que les aspects commerciaux, qui toucheront aussi éventuellement Si on reste avec les droits de douane tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est jouable. C'est jouable. Même si c'est au plus haut depuis les années 30. Oui, mais ça reste quand même acceptable dans le temps long. Ça nous fait perdre un peu de croissance, mais pas grand-chose en zone euro, par exemple. Bon, de toute façon, la zone euro, elle fait combien? Elle fait 0,8, 0,9. Voilà, bon, on va se battre sur 2 ou 3 dixièmes de croissance en moins. Alors évidemment, c'est pas une bonne nouvelle, mais sur l'inflation, ça change rien. Donc voilà, fondamentalement, c'est pas si exceptionnel que ça. Voilà. Jean-Pierre, Trump a aussi Apple dans son viseur, avec des droits de douane de 25%. Il a dit si la firme ne rapatrie pas sa production d'iPhone aux États-Unis. Mais c'est quoi la logique quand Trump exempte les iPhones et les produits électroniques de cette droit de douane envers la Chine, qui menace en même temps 25%? Il gère le temps, c'est-à-dire... Je comprends pas mal la logique. Ce qu'il dit à Apple, à Tim Cook, c'est fondamentalement...
c'est de rapatrier une partie de la production aux États-Unis. Parce que tous les experts disent que c'est impossible qu'Apple produise ses smartphones, encore une fois, sur le sol américain. Pourquoi ils menacent et ils s'entêtent comme ça? Non, mais ça, ils lancent des menaces, tout comme le 2 avril. Enfin, fondamentalement, c'est... Enfin, pardon, ils peuvent... Apple peut relocaliser, mais l'iPhone, il est plus à 1500, il est à 3000 $, quoi, je veux dire. Hein. Pas tout à fait, mais bon, oui. Mais simplement, je pense que ça, c'est des bases de négociation. Il veut montrer... à l'électorat républicain américain qu'il est en mesure de rapatrier, comme il annonce à chaque fois qu'il y a des projets d'investissement assez massifs d'acteurs extra-américains, il le mentionne. Voilà, donc ça fait partie de son jeu. Mais Apple va pas relocaliser tout, et va pas relocaliser tout en 2 mois. C'est des processus qui prennent énormément de temps, il le sait très bien. Voilà. Le rallye boursier, il semble calé. C'est normal, hein, parce qu'il était extrêmement violent, hein, puisque entre le 8 avril, hein, qui était le point bas, hein, et le 19 mai, qui était le point haut après le 8 avril, on a gagné plus de 19%. Et on a retracé pratiquement plus de 85% de la baisse qu'on avait eue entre le 19 février et justement le 8 avril. D'habitude, quand on a une baisse de 19%, on avait aussi une baisse de 19% entre le 19 février et le 8 avril. Quasiment un bear market, comme on dit, un marché baissier. Il faut au moins 20%. Mais bon, 19, on y est presque. Et donc, pour retracer un marché baissier de 20%, historiquement, sur l'après-guerre, il faut environ 14 mois. Ouais. Et là, on l'a presque retracé, pas tout à fait, hein, on l'a presque retracé en 1 mois et demi. Donc c'est un peu excessif. Ce rallye était excessif. Voilà. Excessif dans sa rapidité. Dans sa rapidité et dans son ampleur. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que la consolidation est logique. Celle qu'on observe un petit peu depuis une semaine, et ça devrait même plutôt se poursuivre. Pourquoi? À cause de la violence de ce rallye, à cause du fait que, faut pas oublier que les droits de douane sont là, hein, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, elles sont, certes, il y a une volte-face, mais quand même, il reste assez élevé. La conjoncture, ça va. On n'entrera pas en récession, à mon avis, mais là, elle va pas être terrible aux États-Unis. La Fed va pas beaucoup aider, puisque les anticipations d'inflation des ménages remontent. Donc, elle va baisser de 25 points de base, peut-être. Éventuellement 50, et là, franchement, j'en suis pas sûr. Donc, ça va pas être un soutien. Les valorisations sont remontées. Donc là, si je prends notre indicateur composite de valorisation qui tient compte lui-même de plusieurs indicateurs, 6 indicateurs, on est à plus d'un écart type et demi au-dessus de la moyenne. Donc ça veut dire que la valorisation est très élevée. Ça veut dire que la prime de risque également est très basse. Pourquoi? Parce que les taux longs sont remontés. Il y a cette problématique sur la fin de l'exceptionnalisme américain. Hein, qui frappe. Vous y croyez ça? On est aujourd'hui... Sur le moyen et long terme, non, mais sur le court terme, là, ça joue. Hein, par exemple, là, le dollar baisse, là, on est à 1,13, 1,14, si je prends les derniers jours. Normalement, si je prends l'écart de taux 2 ans, qui dépend fondamentalement des anticipations de taux directeurs de part et d'autre de l'Atlantique, on devrait être à 1,05. Donc ça veut dire qu'il y a une prime de risque sur le dollar, qu'on ne voyait pas avant. Voilà. Sur les taux longs, ils baissent pas parce qu'il y a des inquiétudes sur à la fois Trump, mais aussi sur les déficits jumeaux, sur le projet de budget, enfin qu'on appelle réconciliation budgétaire aux États-Unis, qui doit être voté avant le 4 juillet. Normalement, on s'aperçoit qu'il y a encore une phase d'expansion budgétaire, un déficit structurel qui augmente, c'est-à-dire que même quand la conjoncture s'améliore, le déficit, ils sont presque en France. À la française. À la française. Ouais, avec plus de croissance. Quand même. Avec plus de croissance. Non, mais après, sur le moyen long terme, je pense que la dette publique américaine est plus soutenable que celle de la France. Mais sur le court terme, c'est pas terrible. D'ailleurs, les CDS, les crédits default swaps sur la dette souveraine américaine sont montés. Ouais, mais à la marge. Ah non, quand même, à la marge, on a déjà vu ça, mais c'est quand même un petit peu embêtant, hein, je veux dire, voilà. Non, mais c'est pas une prime de risque extraordinaire, mais enfin... Il y a un début de défiance sur les actifs américains. Il y a un début de défiance. D'habitude, quand ça va pas sur les marchés, qu'est-ce qui se passe? Le dollar résiste, c'est une monnaie défensive. Les taux longs baissent plus que les autres pays, et surtout ils baissent. Ils baissent quand il y a de l'aversion, risque qui monte. Voilà. Et le dollar résiste, et le marché action, il surperforme les autres marchés actions du reste du monde lorsque les marchés baissent. Voilà, à la baisse, il surperforme. C'est un marché défensif en plus, un bêta relativement faible. Donc, et ça, on l'a pas vu. Donc là, il y a une défiance. Encore une fois, il n'y a pas que Trump. Trump, son comportement erratique, ça n'arrange rien. Mais il y a les déficits jumeaux, il y a le fait que les marchés actions étaient trop chers, que le dollar était surévalué. Donc, c'est l'ensemble des facteurs qui expliquent cette prime de risque.
Alors, autre facteur aussi qui pousse à la prudence en matière de marché actions, c'est que la saisonnalité n'est pas bonne. Hein. Mai, septembre, c'est pas une bonne période. Donc les taux longs ont du mal à baisser. Donc enfin bref, il y a des limites au rallye, quoi. Et le rallye devrait plutôt aujourd'hui consolider. Donc l'année est faite sur les marchés actions? Oh, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'elle soit faite. D'ailleurs, ce serait pas non plus par rapport à ce qu'on aurait pu anticiper la cata complète. Hein. Je pense qu'on peut gagner encore de l'argent sur les marchés actions, hein, mais il faut faire surtout, plutôt que sur le directionnel, MSCI World All Countries, il faut plutôt jouer des styles d'investissement, des grands secteurs et des pays. Et le pari gagnant, alors c'est quoi le pari gagnant? Par exemple, nous, on surpondère l'IBEX espagnol depuis 18 mois. C'est la meilleure perte. Qui gagne 20% depuis le début de l'année. Non, mais attends, pas depuis l'année dernière aussi. Non, mais c'est une très très bonne performance. Ouais. Ça, fallait le jouer. Le DAX, d'ailleurs, commence un petit peu à rattraper. Le CAC reste une mauvaise idée, hein, dans l'ensemble. Depuis. Justement, cette sous-performance du CAC 40 par rapport à ses homologues européens, on se dit quoi? On va rester en retrait, la place parisienne? Moi, pour l'instant, l'état actuel de mon analyse du CAC 40, je ne surpondère pas le CAC 40, je surpondère toujours l'IBEX. On est revenu aussi un petit peu sur les small caps allemandes. J'aime bien le SMI suisse. Enfin bon, on ne va pas revenir sur tous les... Mais il y a une grande divergence, tu vois, tu peux gagner de l'argent. Tu peux gagner de l'argent si tu joues les bancaires. Nous, on a joué les bancaires dans le rallye, ça a très bien marché. Voilà, les utilities, c'est peut-être pas un secteur extraordinairement sexy pour les investisseurs, mais n'empêche, pour moi, sa vocation a bien marché. Si tu joues plutôt value cyclique, les value cyclique, value versus growth, ça a plutôt tendance à marcher également. Tu vois, il y a sur les cycliques, je voulais y venir, les cycliques ont trop surperformé là dans le rallye par rapport aux défensifs. Ça m'apparaît un mauvais choix aujourd'hui à maintenir. Enfin, il faudrait plutôt, au contraire, se retirer de ce type de choix. Enfin, on peut gagner de l'argent, par exemple. Si je te dis quelle est la meilleure performance, jusqu'à hier, du marché action mondial, tu vas me dire quel pays? Aujourd'hui? Oui, en year to date, c'est le 1er janvier aujourd'hui. Quelque part en Europe, non? Non, c'est le Mexique, tu vois. D'accord, ok. Il fallait le jouer, celui-là. Alors moi, je ne l'ai pas joué, hein, donc je te le dis d'autant plus facilement. Mais par contre, j'ai joué la Chine. Ça a très bien marché, c'est la 3e performance. Enfin, jusqu'à ce week-end. Hein, je n'ai pas regardé hier. Donc voilà, la Chine, faut le jouer. C'était un des marchés les moins chers. Ça a très bien résisté, d'ailleurs, dans la bataille. Alors évidemment, entre le 2 et 9 avril, ça a pris un petit coup de bambou, évidemment. Ça, sur le timing, il faut un petit peu être très, très agile. Mais c'est une très bonne performance. Et à mon avis, ça devrait rester une bonne performance. Voilà. Bon. Donc jouer le marché action d'une manière générale, c'est pas une très très bonne idée cette année. Ça va être beaucoup plus compliqué. Tout va être une question de timing et surtout de choix en termes de secteur, de style d'investissement et de pays. C'est pareil pour les small caps européennes. On peut jouer éventuellement un petit rebond. En général, ça dure jamais très longtemps. Enfin, sur les dernières années, ça dure jamais très longtemps, mais de temps en temps, ça peut. Il y a des circonstances qui peuvent favoriser la surperformance des small caps. Voilà. Voilà, le conseil est donné. Merci beaucoup. Conseil signé Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, invité de la grande interview en direct et aussi en replay sur Boursorama. Merci, salut. Salut David.